Alors tout d'abord, bien entendu, je voulais dire merci à nos invités, merci surtout au public qui nous accompagne cette année encore dans les activités du CEF, du Centre d'études francophones. Nous reprenons justement les activités avec cette présentation et nous sommes donc ravis de commencer ces rencontres internationales en parlant de la littérature belge francophone que nous connaissons très peu. Et ce qui se passe, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est que très souvent nous connaissons certains auteurs franco-belges, certains auteurs que nous admirons beaucoup, comme Henri Michaud, Marguerite Yourcenar, Maurice Maeterlinck, Amélie Nothomb, et parfois nous faisons l'erreur de les prendre pour des écrivains français, qui est une erreur impardonnable, nous le savons bien, mais parfois on n'est pas conscient justement qu'il y a une énorme production très intéressante, très variée en Belgique. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé, surtout Béatrice Couteau, qui depuis un certain temps encourage la réalisation de cette activité, de parler de la littérature belge francophone, celle du passé et celle du présent, bien entendu, et pouvoir petit à petit connaître ces auteurs, connaître leur littérature, connaître leur regard, connaître leur production et les intégrer dans nos classes, peut-être dans les intérêts des traducteurs et des futurs traducteurs, peut-être pour conseiller des traductions à des maisons d'édition argentines. Donc, nous espérons que cette activité soit intéressante et enrichissante pour tout le monde. Nous sommes sûrs que ça va l'être et surtout, donc, nous remercions énormément les invités, Catherine Gravé et Juan Miguel Dotas, qui ont bien voulu parler de la littérature belge, nous la présenter, nous la faire connaître, nous la faire aimer, nous donner envie de la lire. Donc, merci énormément à tous les deux et merci énormément aussi au public qui, comme d'habitude, nous accompagne avec beaucoup d'enthousiasme. Mais non, un grand merci de nous avoir invités. Hein. Nous avons fait connaissance récemment et vraiment, je vous remercie de nous avoir invités encore une fois. Alors, oui, avant de commencer, je vais vous présenter. Donc, Catherine Gravé, elle est vice-doyenne de la faculté de traduction et d'interprétariat de l'université de Mons. Elle est titulaire d'une thèse doctorale consacrée à l'écrivain Alexis Curvers. Ses domaines d'enseignement, de recherche et de publication portent sur l'histoire de la littérature belge francophone, sur les études de genre et aussi sur l'histoire et les théories de la traduction. Elle dirige aussi la revue internationale, les cahiers internationaux du symbolisme, et elle préside le centre de recherche en interdisciplinarité de l'université de Mons. Et donc, Catherine Gravé est accompagnée de Juan Miguel Dota, qui est, lui, argentin. Il est doctorant de langue, de lettres et de traductologie à l'université de Mons, en co-tutelle avec l'université polytechnique des Hauts-de-France à Valenciennes. Il a fait en Argentine, il n'y a pas très longtemps, une maîtrise d'analyse du discours à l'université de Buenos Aires. Ses recherches portent à l'heure actuelle sur l'œuvre du romancier belge Jean-Philippe Toussaint, dont il va certainement nous parler. Et bon, il y a d'autres domaines de recherche également qui sont la sémiotique textuelle, l'analyse du discours littéraire et la littérature française. Donc, bienvenue à tous les deux. Merci. Si vous voulez ajouter quelque chose, peut-être s'il y a un oubli grave, bien. Alors, pour commencer, je pense que c'est important de faire le lien avec de montrer à quel point s'inscrit cette rencontre en lien avec notre objectif principal, l'objectif principal du CEF, à savoir justement de faire découvrir et mieux connaître les vastes univers francophones. Et je pense quand on pense actuellement, en particulier aux univers francophones, souvent ils sont reliés à certaines revendications qui montrent un peu la préoccupation ou l'inquiétude, voire le refus de stigmatisation, de certaines hiérarchisations entre
et d'étiquettes même. Si je pense par exemple à des étiquettes de la littérature du Nord, la littérature du Sud, de la périphérie, du centre, et donc un rejet qui d'une manière peut-être globale vise à déconstruire peut-être une hiérarchisation, notamment vis-à-vis du centre parisien. Et cela dit, la découverte d'univers littéraires conduit logiquement à porter son regard sur certains espaces en particulier pour pouvoir justement en saisir la singularité. Qu'un groupe d'écrivains est en partage une géographie, est en partage une histoire, est en partage, par exemple, l'usage d'une variété de la langue française, nous conduit naturellement à nous poser la question de quelle manière ils constituent un collectif, de quelle manière ils ont peut-être, ou quels sont les éléments qui contribuent justement à constituer leur identité. Et c'est Catherine qui a choisi le titre de notre rencontre, littérature belge francophone, entre absence et magie. Donc, je pense que ce titre nous montre bien un petit peu la direction de la discussion et des apports qu'ils vont nous partager, en ce sens donc de cerner la littérature francophone de l'intérieur à partir de son histoire et de ses acteurs. Oui. Et avant peut-être de rentrer dans les vifs du sujet, à savoir l'identité justement de la littérature belge francophone, Catherine, si tu veux, à moins que tu préfères les garder pour la fin, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur les recherches qui se conduisent dans la faculté de traduction et d'interprétation. Oui, oui, je peux commencer par ça, effectivement, mais quand même déjà rendre à César ce qui appartient à César, parce que peut-être nous écoute-t-il en ce moment. Et le titre que j'ai choisi, il est entre guillemets, parce que c'est le titre d'un ouvrage de Marc Wachsberg. J'ai toujours trouvé que ce titre était très beau, très mystérieux, plein d'implicites, entre absence et magie. C'est une façon d'essayer de faire le portrait d'une littérature belge, de ses spécificités qui ne se laissent pas appréhender si facilement que ça. Donc, vous n'êtes pas du tout coupable de ne pas connaître la littérature belge ou de ne pas identifier les écrivains comme des écrivains belges. La plupart de mes compatriotes tombent dans le même piège, de négliger cet aspect-là. Et alors dire aussi au départ qu'il ne s'agit pas du tout de rester figé dans une sorte de nationalisme étriqué que de parler de littérature belge. Non, la littérature belge francophone fait partie de la littérature monde et c'est toujours très intéressant d'essayer de trouver des spécificités ou pas. Parfois, voilà, on a un auteur qui entre complètement dans le paysage franco-français parisien par volonté ou sans le faire exprès. Donc, vraiment, vous n'êtes pas du tout coupable. Alors, pour en venir au projet de recherche qui nous occupe à Mons, il y a vraiment une orientation qui a été prise depuis quelques années. Moi, je viens vraiment de la littérature. Je suis professeur de français, j'enseigne la littérature belge depuis toujours. Comme je le disais, je l'ai enseigné en Hongrie, je l'ai enseigné en Espagne, etc. Et donc, quand je suis arrivée à la faculté de traduction, j'ai essayé de faire évoluer mes projets de recherche en incluant évidemment la traduction. Et donc, de là est né un projet qui vraiment se développe et a un très bel avenir parce que c'est très riche. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. On travaille sur la traduction de la littérature belge. Et donc, Juan Miguel est venu nous rejoindre avec son projet sur Jean-Philippe Toussaint. Il y a d'autres doctorants qui travaillent sur des projets similaires. On parlait de Farida tout à l'heure, qui a
qui envisage, qui a envisagé en tout cas, je ne sais pas maintenant où elle en est, mais un projet sur la traduction de Simenon en arabe, par exemple, qui est vraiment un sujet assez original. En ce moment, j'ai une autre doctorante qui travaille sur Maeterlinck, dont on a parlé tout à l'heure, Maurice Maeterlinck, en russe et en allemand, avec toutes sortes de considérations sur la traduction dans ces langues-là et dans ces cultures-là, avec en plus la dimension de la traduction théâtrale. Donc, on a vraiment beaucoup de sujets. Marie Fortunati, je ne sais pas si elle nous regarde maintenant, mais elle a commencé à travailler sur les romancières belges en traduction. Elle, c'est donc à l'université de Mons, à la faculté de traduction et d'interprétation, les étudiants qui font le cursus, le master en 5 ans, ils ont 2 langues obligatoires, plus éventuellement une 3e langue. Et donc, Marie Fortunati a le néerlandais et l'allemand. Donc, elle étudie les romancières ou les romans qui ont été traduits dans ces langues-là. C'est vraiment, il y a énormément de perspectives dans ce domaine. Cette année et l'année antérieure, on a publié 2 volumes sur la question, et je pense que j'ai ici le volume qu'on a publié cette année. Je ne sais pas si ça se voit, vous, chez Peter Lang, avec un article de Juan Miguel. Et l'année d'avant, nous avons publié, ça c'est en ligne, donc c'est facile, mais ça c'est la imprimé. La revue en ligne parallèle a publié un autre volume sur la même question, la traduction de la littérature belge. Je crois qu'on peut encore comme ça continuer avec une dizaine de volumes. Bon, voilà, je suis été un petit peu longue, mais c'était pour répondre à la première question de Béatrice. Non, pas du tout. Et c'est vrai, Georges Simenon, encore un écrivain que personnellement j'adore et qui, c'est vrai, est belge. Et qu'on prend pour un écrivain français encore. Ça arrive beaucoup ici en Argentine avec l'Uruguay. Il y a beaucoup d'écrivains uruguayens et là encore nous, et puis très souvent le reste du monde les prend pour des écrivains argentins parce que c'est proche, parce que il se passe un peu, Buenos Aires est un peu une capitale omnivore, n'est-ce pas, qui mange un peu tout ce qu'il y a au donc voilà, c'est une réalité qui nous est un peu commune. Alors peut-être la première question est un peu générale, mais elle porte justement sur le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un écrivain belge francophone? Est-ce que ça existe? Est-ce que dans l'esprit des écrivains et des écrivaines belges, l'appartenance nationale est importante du point de vue des sujets, du point de vue des... Est-ce qu'il y a eu peut-être, comme dans d'autres pays, cette volonté chez certains de devenir le grand écrivain national? Est-ce que ça se produit? Est-ce que cela est pertinent chez eux? Est-ce que ça les concerne? Bon, c'est une question très vaste, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'écrivains belges et la Belgique est la terre aux 1000 poètes, comme on l'appelle parfois. Mais c'est quand même relativement bien étudié, l'évolution des stratégies des écrivains belges. Il faut quand même bien rappeler qu'un livre, c'est un objet commercial très particulier parce que c'est comme une médaille à 2 revers. Il y a le côté commercial, il y a le côté symbolique, intellectuel, et on peut pas séparer les deux. Donc forcément, le livre, quand il est vendu, s'il s'adressait seulement aux Belges, écrit par des Belges pour les Belges, le marché, il n'est pas très très vaste. Donc l'écrivain passe forcément par Paris pour obtenir des prix, pour obtenir une légitimation sans laquelle il ne vendrait pas tout simplement. Un livre magnifique dans un tiroir, ça n'est pas un livre finalement, malheureusement. Donc il y a tout ce côté commercial qui entre en ligne de compte. On ne peut pas séparer les 2 options. Mais alors on a un cadre assez simple qui a été établi par Jean-Marie Klinkenberg, qui l'a développé à partir d'autres théories des structuralistes russes notamment, et qui distingue plus ou moins
trois périodes dans le temps, mais aussi parfois dans les stratégies des écrivains, dans la manière de concevoir son écriture. Donc, au début, je salue Madji qui vient de nous rejoindre de Naples. Donc, au début, on a toute une période. Il faut quand même dire que, évidemment, on a l'habitude d'entamer l'histoire de la littérature belge en 1830 avec la naissance de la Belgique, de la nation, la création de la Belgique. Mais il y a quand même des historiens et des critiques littéraires qui font remonter l'histoire de nos lettres bien plus loin, au Moyen-Âge, par exemple. Le premier texte vraiment littéraire en langue romane, en français, mais qui n'est pas du tout encore du français, c'est la cantilène de Sainte-Eulalie. Elle a été écrite aux environs de 880 dans la région de Valenciennes, qui fait partie du Hainaut. Le Hainaut, c'est Mons est dans le Hainaut, Valenciennes aussi. C'est une notion un peu élargie géographiquement, mais certains historiens revendiquent ce texte comme étant le patrimoine belge finalement, parce que c'est écrit dans une langue qui a des traits de picard, de traits dialectaux finalement. Enfin, aujourd'hui, c'est considéré comme du dialecte. Dialecte qui est toujours bien vivant dans nos régions. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas fait une comparaison avec ce qui se passe en France, mais la littérature dialectale a encore, je pense, de beaux jours devant elle, surtout dans le domaine du théâtre aujourd'hui en Belgique, en Wallonie et en particulier dans le Hainaut, mais aussi du côté de Liège. Alors, je continue dans ma logique historique. Certains historiens historiens de la littérature, relèvent que plusieurs chroniqueurs du Moyen-Âge, ces fameux premiers historiens qu'on étudie quand on étudie l'histoire de la littérature française, eh bien, ces chroniqueurs, il y en a beaucoup qui sont d'origine hainuyère, ils viennent du Hainaut. Froissart, par exemple, c'est un nom très connu, Froissart, mais il y en a d'autres chroniqueurs qui sont moins connus. Alors, le prince de Ligne, 18e siècle, un contemporain de Rousseau et Voltaire. Le prince de Ligne, Charles-Joseph, parce qu'il y a plusieurs princes de Ligne, mais celui-là, c'est l'écrivain. Il a un château près d'ici, tout près de Mons, à Belleuil. Et je pense que il serait vraiment très choqué s'il revenait parmi nous et qu'il entendait qu'on le traite d'écrivain belge. Mais bon, ça c'est un peu anachronique évidemment. Lui, c'était un militaire de carrière, un noble, tout à fait cosmopolite, qui était vraiment très prolifique. Il a écrit des dizaines de volumes de voyages, de récits de voyages ou de considérations sur les pays qu'il visitait, les armes à la main bien souvent. Il est connu pour avoir croqué des portraits très virulents de Rousseau et de Voltaire, justement. Bon, lui aussi, il est considéré comme un homme de lettres belge, mais c'est un peu abusif, il faut bien le reconnaître, quoi. Donc, on commence en 1830. Et là, on a je sais plus si c'est Magdalena ou Béatrice qui parlait de volonté de devenir un écrivain national. Je ne sais pas vraiment s'il y a un écrivain qui a pensé ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au début une politique. Le gouvernement, les parlementaires veulent qu'il y ait une littérature nationale. Et on observe bien ça dans toutes les nouvelles nations. Doivent se doter d'une littérature nationale pour vraiment asseoir le principe même de nation, pour créer une identité nationale. C'est un phénomène politique et intellectuel, bien sûr, qui est bien connu, qui est vraiment répandu dans toutes les francophonies.
Et donc, au début, à partir de 1830, il y a des subventions qui sont accordées, des prix qui sont accordés aux publications de l'époque. Mais il va falloir attendre quelque temps avant qu'il y ait vraiment une littérature nationale, et je mets encore des guillemets, qui se développe, et surtout qu'un chef-d'œuvre apparaisse dans ce contexte de littérature subventionnée. Ça n'est pas nécessairement la meilleure façon d'obtenir un beau patrimoine littéraire, mais enfin c'est un début, et c'est important que la politique soutienne la production littéraire, je crois, hein, à condition de ne pas la censurer, bien sûr. Ça, c'est un autre problème. Et donc, oui, alors j'en viens à cette périodisation assez simple, hein. Donc, Jean-Marie Klinkenberg, qui est un collègue retraité maintenant de l'Université de Liège, que Juan Miguel connaît bien, Jean-Marie Klinkenberg a conçu une périodisation en trois temps, hein, en trois étapes, avec cette première période de 1830 jusqu'en 1920, où les écrivains sont tout à fait remarquables, très originaux, très bien connus à Paris comme étant des écrivains belges, hein, avec Maeterlinck, Émile Verhaeren, ces écrivains de la première période, très très belges. Ce n'est que plus tard que on dira qu'est-ce que c'est qu'écrire en belge, hein, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et puis après 1920, l'imaginaire des auteurs belges va être un petit peu comment dire, écorné peut-être par tout ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre, avec une dissension de plus en plus sensible entre les néerlandophones et les francophones en Belgique, avec une politique culturelle qui est assez compliquée, et une sorte de sentiment d'être exclu de cet imaginaire qui régnait vraiment en maître dans la première période. Hein, on avait clairement un imaginaire basé sur des décors bien typiques, la mer du Nord, les cathédrales, la pluie, les beffrois, le décor, hein, typiquement belge. Si vous avez vu la Grande Place de Bruxelles, vous avez déjà une petite idée de ce qu'est ce décor à la belge. Et donc Paul Valéry a très bien parlé de cet imaginaire-là, hein, de cette mentalité. Et donc, à partir de 1920, l'écrivain francophone ne se sent plus le droit d'utiliser ces décors, et donc il y a une grande tendance au ce qu'on appelle parfois le lutétiotropisme. On se tourne vers Paris, hein, et on gomme complètement ses racines, une sorte de complexe du belge francophone qui n'ose plus revendiquer les paysages qui sont plutôt des paysages du Nord, hein, pour essayer de simplifier. C'est le cas d'un écrivain montois comme Charles Bertin ou son oncle Charles Plisnier, hein, qui vraiment s'évertue à planter des décors en s'inspirant des décors de Mons notamment. La ville de Mons, elle est clairement là entre les lignes, mais elle n'est jamais nommée, et tout est conçu comme si ça se passait en France, hein. C'est très curieux comme phénomène. Et Charles Bertin affirmera d'ailleurs dans un article: je suis un écrivain français, hein, je suis un écrivain français. Et puis après, peu à peu, les choses changent, et disons que vers peut-être 1970, ou enfin j'allais dire 70, mais j'ai traduit automatiquement, 70, 80, on revient à une écriture très différente, avec des écrivains qui s'assument en tant que Belges, qui ne gomment plus leurs origines, et qui vraiment, sans tomber dans le régionalisme non plus, hein, mais qui veulent se tourner vers le monde en même temps.
Je crois que pour cette période-là, le plus bel exemple, c'est celui du roman Terre d'asile de Pierre Mertens. Pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? Parce que la Belgique est bien présente dans le roman, mais elle est vue à travers le regard d'un exilé chilien. C'est un exilé chilien c'est l'histoire d'un exilé chilien qui arrive en Belgique et qui découvre la Belgique. Donc, le lecteur découvre la Belgique à travers les yeux de ce réfugié politique. Voilà, donc ça ne veut pas dire que dans la deuxième période, par exemple, il n'y a plus du tout d'écrivains qui parlent de la Belgique ou qui choisissent la Belgique comme décor. Hein. Ça veut dire que ce sont des tendances, 3 tendances comme ça en fonction de l'époque. Voilà, je ne sais pas, Juan Miguel, si tu veux dire peut-être un mot sur ton écrivain, parce que c'est un sujet qui t'a occupé justement, de savoir si Toussaint était un écrivain belge ou pas. Oui, non, surtout que Toussaint appartient à la période dialectique selon Klinkenberg, parce que ça commence en 1980 et Jean-Philippe Toussaint publie son premier roman en 1985. Mais surtout, ça a été une question plutôt personnelle, parce que quand on travaille sur un écrivain, un jour, on se pose la question, mais moi j'écrivais à droite et à gauche, écrivain belge, né à Bruxelles, tout ça, et il fallait l'ancrer, il fallait lui donner un contexte, savoir de quoi je parlais quand je parlais d'un écrivain belge. C'était pas. Et j'ai pensé, en écoutant surtout Catherine, j'ai pensé à une chose qui dit Tiffaine Samoyo, elle parle de la justice et de la justesse. Et je pense que c'est un peu ça, c'est rendre justice à une littérature que, son droit d'exister, ça serait inconcevable de ne pas d'interdire la littérature belge d'exister. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'il disait Magdalena. C'est une question de justesse. C'est bon, si c'est belge, c'est belge. Et dans ce sens-là, j'ai quitté un peu le sujet de tout ça, je reviens. Mais je pense que c'est très simple pour un Argentin, surtout pour les Argentins et pour les écrivains, pour tous les habitants de l'Amérique latine, de comprendre ces confusions qu'on fait. Bon, écoute, les Chili, l'Argentine, c'est la même chose, vous parlez espagnol. Ben non, c'est pas la même chose. L'Uruguay n'est pas l'Argentine n'est pas. Ne parlons pas quand on dit que Buenos Aires est la capitale de Rio de Janeiro, parce que bon, ça c'est la plus grande confusion. Mais non, peu importe parce qu'en fait, quand moi je me suis mis à chercher, à essayer de trouver des traces vraiment marquées, surtout au niveau de la langue, au niveau du style, dans la littérature de Toussaint, bon, j'avais un problème parce que la littérature de Toussaint n'est pas si éloignée de la littérature de pas mal d'écrivains français. Donc, c'était pas par là peut-être qu'il fallait chercher. Mais même s'il n'y avait pas de différence, Toussaint est un Belge en plus qui ne le cache pas, il le dit à droite et à gauche, et qui essaie maintenant de se rapprocher. Il dit que c'est à partir de la mort de son père c'est assez récent qu'il a noté qu'à un certain moment, la Belgique devait être présente dans sa littérature. Parce que c'est vrai que jusqu'à 2019, quand il a publié La Clé USB, il n'avait jamais parlé de la Belgique dans ses romans. Et simplement dans la télévision, et les narrateurs parlent de ses parents qui habitent à Bruxelles. Mais c'est la seule chose, la seule mention. Donc, non, simplement dire ça, moi, je pense que c'est de la justice et de la justesse. Être, appeler un chat, et si c'est belge, c'est belge, comme dit Catherine, c'est pas une question. En même temps, c'est vrai que hier, je suis allé à la librairie pour voir ce qu'il y avait de Belges aujourd'hui à Paris dans une librairie, et il y avait que 4 auteurs, Thomas Gunzig, Charlie Delbar, et les deux stars de la saison littéraire, Adeline Dieudonné et son dernier roman Kérosène, et Caroline de Mulder et son roman Manger Bambi. Et ce qui est intéressant,
c'est que les gens posent cette question. Mais alors, de quoi parle la littérature belge aujourd'hui? Et c'est ce qui est intéressant, parce que les conflits ou les problématiques, parce que ce ne sont pas forcément des conflits, des problématiques contemporaines dans la Belgique ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc, les problématiques sociales, les phénomènes des contacts culturels. Bruxelles est une ville très cosmopolite. La Belgique, on ne va pas se réduire à considérer Bruxelles comme toute la Belgique, mais Bruxelles est une ville très cosmopolite qui n'est pas Paris et qui a des phénomènes de contact avec d'autres cultures qui ne sont pas forcément le même. Donc, je trouve que ça, c'est surtout ce qui fait la différence. Je sais pas, Catherine. Oui, les thématiques, évidemment, les décors, tout ça, on est naturellement amené à se dire, mais tiens, mais si ce n'était pas, si c'est Caroline de Mulder, si elle n'était pas née à Gand, est-ce qu'elle aurait écrit la même chose? Est-ce qu'elle aurait écrit différemment? On est automatiquement obligé de se poser la question si et alors il y a des spécificités thématiques, mais il y a aussi des spécificités stylistiques, hein. Marc Wachber, dont je parlais tout à l'heure, a publié un ouvrage qui s'appelle Les irréguliers du langage, parce que il y a justement une façon d'écrire à la belge. André Gide se moque un peu de cette tendance en disant j'écris en belge quand j'écrivais en belge, etc. Mais il est clair qu'il y a une série d'adjectifs ou d'étiquettes qui ont été placées sur les écrivains belges et qui n'a pas son pendant en France. Quand on parle de style coruscant, quand on parle de macaque flamboyant, il s'agit bien d'écrivains belges dont le style est tout à fait baroque, avec une syntaxe torturée, avec des recherches sur la langue qui peuvent un peu surprendre. Et par ailleurs, on a des écrivains qui, là, sont extrêmement soucieux d'écrire un français absolument impeccable. Hein. Alexis Curvert, sur qui j'ai fait ma thèse, il écrit dans son journal que, à certains moments, quand il écrit, il se sent vraiment bloqué parce qu'il a l'impression qu'il y a un censeur qui est là, qui regarde au-dessus de son épaule pour voir s'il fait pas des fautes et s'il écrit vraiment bien en français. Et donc, ça l'amène à travailler. Il est tout à fait torturé par cette obligation d'écrire en bon français. Au collège, à l'école, pendant des années, on a répété qu'il fallait pas utiliser ces belgicismes ou ces tournures incorrectes, etc. Donc, les écrivains sont aussi formatés par cette dimension-là. C'est pas pour rien que on nous appelle aussi la terre des grammairiens, avec Grévis, avec Hans, qui ont produit des grammaires très normatives, bon usage. C'est une spécificité aussi. Alors maintenant, oui, il suffit pas d'être né en Belgique pour vraiment avoir des caractéristiques des spécificités belges dans ce qu'on écrit. Hein. On peut aussi mourir en Belgique ou faire ses études en Belgique ou prendre la nationalité belge. Hein. Il y a toute une série de variantes. On a déjà discuté de ça avec Juan Miguel. Donc, tout ce qui peut influencer l'écrivain, tout ce qui peut nourrir son imaginaire, ben forcément, il le trouve autour de lui. S'il vit en Belgique, c'est une osmose, à moins qu'il ne se retire dans sa tour d'ivoire et qu'il ne veuille absolument pas avoir de contact avec la société qui l'entoure. Mais ça n'existe pas, ça. Oui, non, tout à fait d'accord. Mais en plus, en lisant, bon, comme d'habitude, hein, ça le disait Proust, pour écrire, il faut le faire. Ça, un écrivain que l'écrivain est né. Donc, c'est en lisant qu'on découvre ça. Par exemple, pour moi, c'est très clair, et j'insiste sur Caroline de Mulder parce que est une écrivaine contemporaine, récente, met en scène une problématique sérieuse est la prostitution adolescente.
Et bizarrement, c'est une problématique qui pourrait circuler dans la littérature française actuelle. Et ben non, il y a d'autres problématiques, hein, mais je n'ai pas vu les sujets traités de cette manière-là, comme on le voit. Donc ça montre, c'est pour ça que je disais, ça montre, parfois c'est pas à travers des traits langagières ou stylistiques précis, mais sinon, on arrive à se rendre compte qu'il y a une société où il y a un problème particulier, et qu'on ne retrouve pas dans l'autre, simplement parce que les écrivains je ne dis pas, je veux pas dire que la littérature française actuelle est superficielle, pas du tout, mais le conflit dont il parle, c'est différent. Et une chose qui est très important, je pense, c'est pour arriver à comprendre, c'est la différence, et c'est François Provenzano qui le dit, et à partir d'un texte de Klinkenberg aussi, c'est la différence entre la littérature en espagnol et en français, parce que la littérature en espagnol a plusieurs centres. C'est-à-dire un écrivain argentin qu'on peut considérer très prestigieux d'être présenté à Madrid. Mais il va pas mourir sans être connu s'il n'est pas présenté à Madrid. Il a d'autres possibilités de se faire connaître. Oui. Il y a donc, par contre, dans la littérature française, le grand problème, c'est qu'il faut, et on continue avec, ça c'est Pascal Casanova qui l'explique très bien, la République mondiale des lettres, et Paris est la grande capitale, parce que ce sont les maisons d'édition les plus importantes qui se trouvent là-bas, et parce qu'il y a un certain droit à des cités à payer, il faut toujours passer par Paris. Et le grand avantage, qui est en même temps les grands problèmes avec la Belgique, c'est que il n'y a pas une marque. C'est trop près. Et plus, non, il n'y a pas, par exemple, la littérature créole, la littérature québécoise. On voit bien la différence entre un français et l'autre français. Et par contre, entre les Belges, Toussaint, Amélie Nothomb sont deux bons exemples qui sont les plus connus à l'étranger, dans la culture latino-américaine. On trouve pas une grande différence, mais ça arrive aussi en France. Hein. Les Français, même les libraires, et je crois beaucoup aux libraires parce que les libraires s'intéressent aux livres, ils le disent. Hier, quand je allais voir la librairie, et c'est la libraire qui m'a dit, bon, écoutez, on se pose pas tellement la question parce que dès que c'est écrit en français, c'est bien écrit, on le vend, on le conseille, on est content, mais on s'arrête pas sur ça. Et bon, c'est pour ça, c'est rendre un peu de justice et de justesse, je pense. Avant de passer à la prochaine question de Béatrice, juste un petit commentaire en vous écoutant, je pensais à Borges qui a aussi réfléchi un peu à cette question par rapport à la littérature argentine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'un écrivain soit argentin, etc. Et lui, il détestait tout ce qui était le pittoresque, n'est-ce pas? Écrire peut-être pour aux yeux des Européens, etc. Et il donnait l'exemple, il disait que dans le Coran, il n'y avait pas de chameau, pour montrer que finalement, ce qui est peut-être les choses les plus évidentes, les plus propres à chaque culture, elles sont implicites, elles ne sont pas dites. Oui. On veut peut-être les chercher à travers de figures, à travers de paysages, on va pas les voir, mais en même temps, comme vous disiez tantôt, c'est clair que c'est belge, c'est clair que c'est argentin, justement par tout ce qu'on ne peut pas voir, toucher, appréhender, mais qui pourtant rend la littérature telle qu'elle est possible, n'est-ce pas? Peut-être c'est ça qui est un phénomène difficile. Oui, il y a des spécificités qui sont assez ça répond en partie à une question de Farida dans la conversation, parce que il y a des spécificités qui sont très faciles à déterminer. Bon, si l'écrivain est né en Belgique, ok, c'est de la littérature belge. Bon, s'il publie dans une maison d'édition, d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait parler des maisons d'édition comme des libraires, etc. Toute la chaîne du livre est très importante, évidemment, pour la promotion d'une littérature. Et donc, d'autres thématiques, certaines caractéristiques stylistiques sont aussi évidentes quand on a la pratique, mais ça devient déjà beaucoup moins évident. Et puis on a des thématiques, et là, ça devient
très compliqué d'identifier tout de suite une thématique. La dérision, l'autodérision, par exemple, ça revient souvent chez les critiques, ou bien l'exil, le sentiment d'exil, l'exil intérieur. Ça aussi, c'est très difficile à identifier. Pourtant, ce sont des caractéristiques qu'on cite dans les ouvrages critiques ou théoriques sur la question. Oui, j'allais dire qu'on cite beaucoup l'autodérision comme un trait typique de la littérature belge. Et Laurent Demoulin, qui connaît très bien l'œuvre de Toussaint, même lui, il dit, j'ose dire que c'est peut-être les traits les plus belges de la littérature de Toussaint, mais cela ne reste qu'une hypothèse. Je crois aussi qu'il y a cette affaire de l'intertextualité, et comme disait Barthes, c'est l'impossibilité de sortir du texte infini, et chaque lecteur a sa propre construction. Entre le public, il y a Maria Giovanna Petrillo, et là, il dit une chose magnifique à propos de tout ça, parce qu'il parle de la pause magritienne. Comme qu'il y a les narrateurs de Toussaint à une pause à la Magritte. Et quand je trouvais ça, je dis, mais c'est génial que je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Et alors, je crois qu'on lance des hypothèses, mais en plus, toutes les hypothèses sont possibles. Il faut montrer que dans le texte, on trouve ça. Catherine m'a fait comprendre que, par exemple, moi, je disais, le français de Toussaint est un français tellement littéraire, tellement châtié par moments que, dit bon, écoute, peut-être l'hypercultisme est une marque de ne pas vouloir appartenir. Et ça, c'est clair. Pascal Casanova insiste sur ça. Il faut pas simplement penser à ceux qui appartiennent à une littérature de façon positive. Il y a d'autres qui appartiennent de façon négative quand ils refusent d'être. Et un autre exemple qui, je trouve, est pertinent et sympa pour cette rencontre, c'est Cortázar. Cortázar est né à Bruxelles. Mais bon, on ne va pas revendiquer Cortázar comme écrivain belge. On va pas dire que Cortázar est belge. Donc, ça serait inouï. Et Catherine rigole parce que moi, je disais, j'aime beaucoup la Belgique, mais si moi, un jour, je décide, j'écris un roman et je décide de m'identifier comme un romancier belge, bon, c'est pas possible. Là, c'est Catherine qui dit Hubert Roland de la auto-identification et la hétéro-identification. Hubert Roland est un collègue de l'université de Liège, de Louvain, et qui traite beaucoup, qui aborde la thématique de l'identité, la nationalité belge. Et il dit simplement, oui, il faut qu'on se reconnaisse comme belge, mais en plus, il faut que les autres reconnaissent l'écrivain belge. C'est un débat vraiment complexe, hein. Ah oui. Oui, tout à fait. Mais ce qui est amusant, c'est de se poser la question et d'essayer d'y répondre de toutes les façons possibles. Absolument, c'est ce que vous montrez très bien. Alors, à l'intérieur de l'univers des écrivains belges, je crois, si on a bien Amélie Nothomb, Catherine de Mulder qui sont apparues, mais bon, ce serait intéressant de se poser la question des femmes, comment elles sont arrivées en littérature. J'ai lu des réflexions, des citations d'une écrivaine qui disait, bon, on nous tolère à la rigueur si on ne devient pas professionnel. Ou il y a un exemple comme ça emblématique de l'écrivaine Catherine Closset qui en fait a adopté pour pseudonyme un nom qui a absolument gommé son identité féminine, Jean-Dominique. Bon, alors, comment elles se sont insérées dans l'histoire de la littérature et puis, bon, quelles sont peut-être leurs stratégies actuelles dans le champ littéraire de la Belgique? Mais c'est bien, tu connais Jean-Dominique, c'est rare, hein. Quelqu'un qui connaît Jean-Dominique, vraiment.
Alors, moi, je suis pas trop spécialisée dans la poésie, hein, donc je m'aventurerai pas du côté de la poésie, mais j'adore parler des romancières. Vraiment, pour le moment, je ne parle que de ça. J'étais à 2 colloques le mois dernier où j'essaye chaque fois de parler des romancières parce que ça complique un petit peu la donne, hein. Une romancière belge, est-ce qu'elle est d'abord belge ou est-ce qu'elle est d'abord femme écrivain, hein, et comment est-ce qu'on fait pour reconnaître, est-ce que ça existe une femme écrivain, est-ce que c'est différent d'un homme écrivain? Donc là, ça complexifie encore un petit peu la question. Et vraiment, je pense que il y a une montée en puissance des femmes. D'ailleurs, Juan Miguel citait les 4 auteurs qu'il avait trouvés dans les librairies parisiennes. Eh bien, il y a 2 hommes et 2 femmes, donc peut-être qu'on est en train d'arriver à l'égalité, je ne sais pas. Mais oui. Parité, hein, parité. Parité, oui, c'est ça. Évidemment, Jean-Dominique, c'est plus ancien. Donc là, on est encore à une époque où les femmes ne veulent pas passer pour des bas bleus. Elles veulent avoir une légitimité et donc elles prennent un prénom, un nom masculin. Elles se font pas connaître comme femmes parce que voilà, c'est d'office le préjugé, le stéréotype qui va réapparaître, hein. Simone de Beauvoir avec le deuxième sexe, elle ne dit que du mal de la littérature écrite par des femmes parce que peut-être ça correspond à un style de l'époque ou des préjugés de l'époque ou une réalité de l'époque. Je pense que les choses ont bien changé depuis Jean-Dominique en Belgique, hein. On a quelques auteurs, je ne sais plus par où commencer maintenant, tellement tellement j'ai des noms en tête parce que j'avais préparé ici pour vous montrer ceci, mais j'avais préparé ça pour vous parler. Ça va, vous voyez comme ça? Oui. Voilà. Oui. Je voulais vous parler du prix Victor Rossel et de l'importance des prix pour les écrivains. En Belgique, on a un seul prix Nobel avec Maurice Maeterlinck qui a obtenu le prix Nobel en 1911. Donc le prix Nobel, c'est pour l'œuvre complète, hein, et finalement, Maurice Maeterlinck a eu la chance de vivre très longtemps, donc ça favorise un petit peu l'aura d'un écrivain, qui il y en a, hein. Raymond Radiguet n'a publié que 2 romans, il est mort très jeune, il est très connu, mais vivre longtemps, ça aide quand même à être connu. Mais donc il y a aussi le prix Goncourt, le premier prix Goncourt non français est un Belge et en plus il a la particularité de ne pas être un roman. Charles Plisnier a eu le prix Goncourt en 1937, je pense. Oui, 1937 pour quelque chose de tout à fait atypique. C'est pas un roman, ça s'appelle Faux passeport. Et c'est plutôt des récits, plusieurs récits. C'est pas vraiment des nouvelles non plus, mais c'est un genre ambigu. Donc c'est assez étrange, hein, de voir que le premier Belge qui a obtenu le prix Goncourt soit un roman aussi atypique, je vais dire. Et alors en Belgique, on n'a pas de prix évidemment de l'envergure, ni du prix Nobel bien sûr, ni du prix Goncourt. Mais on a quand même le prix Rossel, le prix Victor Rossel, qui en Belgique est une comment dire une garantie pour vendre, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc le prix Victor Rossel 2020, le dernier, a été attribué à cette jeune femme Catherine Barrault, et bon, je vais pas revenir sur cette polémique, mais vous savez que pour le Goncourt, on parle beaucoup de la distribution à toutes les maisons d'édition. Il faut que chaque année, Galliera-Seuil et chacun son lot de prix.
Je crois pas que le phénomène existe en Belgique, et surtout il faut souligner l'existence de cette maison d'édition et de cette collection. Donc ça s'appelle Weyrich, W-E-Y-R-I-C-H, et la collection ça s'appelle Plume du Coq. Et dans cette collection, on ne publie que des récits, des romans qui se situent dans un décor belge. C'est la marque de frappe, l'étiquette de la collection. Et donc, Catherine Barraud est namuroise, elle n'est pas montoise, elle vit à Namur et elle situe toute son histoire, tout son récit à Namur et dans les environs, dans les paysages de la Gaume, de la Belgique francophone. Hein. Et donc, les maisons d'édition, c'est important. Avant ça, on avait, enfin, il y a toujours une maison d'édition qui a créé une collection vraiment importante qui s'appelle Espace Nord, dans laquelle on publie, on réédite et dans laquelle on publie des textes d'auteurs belges, avec bien souvent, en plus, un accompagnement pédagogique. Donc pour les enseignants, ça c'est formidable, hein, parce que on a le texte et maintenant avec tout ce qu'on peut acheter comme livres numériques, j'imagine qu'en Argentine on doit pouvoir se procurer ce genre d'ouvrage en version papier ou en version numérique. Avec l'accompagnement pédagogique permet vraiment aux professeurs de débroussailler un petit peu le texte avant d'en discuter avec les élèves. Hein. C'est vraiment très très pratique. Chaque fois que j'ai abordé un nouvel auteur avec les étudiants où que je sois dans le monde, c'est souvent en passant par les lectures ou les dossiers pédagogiques des éditions Labor. Hein. Alors, qu'est-ce que je voulais encore dire avec ça? Oui, je voulais aussi parler de cette. Je viens d'acheter 7 livres de cette maison d'édition, de cette toute nouvelle maison d'édition. Est-ce que ça va? Vous voyez? Avec une très belle couverture, des très beaux volumes. Hein. Plus haut, s'il te plaît, Catherine. Plus haut. Comme ça? Voilà. Voilà. Alors, le nom de la maison d'édition est un peu bizarre. Hein, ça s'appelle Névrosé. Névrosé. Et bon, il n'y a pas que des romancières, hein, mais moi j'ai acheté les 7 romancières que je n'avais pas. Et c'est la même chose. Ce sont des textes du 19e ou du début du 20e, des romans qui sont un peu oubliés, qui sont parus au mauvais moment ou qui n'ont plus été réédités. Et donc je me réjouis de découvrir toutes ces romancières qui sont éditées sous une très belle couverture. Donc Femmes de lettres oubliées, c'est la collection donc ça c'est France Adine. Et puis ben voilà, j'ai toute une série de Marianne Pierson-Pirard, Madeleine Bourdoux avec un très beau roman qui n'est pas celui-ci, mais celui-ci je l'ai pas encore lu, mais La femme de Gilles. Et là un petit mot aussi pour parler des adaptations cinématographiques, parce que ça joue un rôle dans l'expansion, dans la connaissance des romans belges. La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux a donné lieu à une adaptation cinématographique vraiment très 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 belle. Là cet auteur je ne la connais pas du tout, Marguerite Beaulu, une bruxelloise qui est morte en 1942. Louis Dubrow. Là nous avons encore un exemple d'une femme qui prend un prénom masculin pour disons un pseudonyme masculin, parce que alors ici je lis ce qui est écrit en 4e couverture. Donc Louis Dubrow, elle est née en 1904, elle est morte en 1997. Elle écrit sous un pseudonyme masculin parce qu'elle se méfie
des jugements subjectifs qu'on porte sur les écrits ouvertement signés par une femme. Hein, tout est dit là-dedans. Hein. Nelly Christinck, ça je connaissais pas non plus. Je vais découvrir ça. Je pense que ça c'est plutôt de la littérature régionaliste parce que ça existe aussi, mais il y a régionalisme et régionalisme. Hein. Il y a des choses qui ont beaucoup d'intérêt. Hein. Je continue. Jeanne de Talnay, je connais pas, et Marguerite Van de Wiel. Ça c'est une des premières romancières belges. Hein. Elle est née en 1857. Donc là, on est au 19... Et vous voyez qu'elle ne prend pas de pseudonyme masculin. Et je crois que c'est vraiment c'est vraiment passionnant de se poser chaque fois les questions de l'écriture femme, oui, non, de l'écriture belge, est-ce que c'est un auteur belge, oui, non, pourquoi? Et nous, on a un gros projet qui doit se développer prochainement et qui porte sur la traduction des romancières. Donc, nous avons réfléchi déjà aux possibilités que nous avons d'analyser en tout cas certains passages qui expriment qui sont reliés en général à des mythes ou bien au corps, hein, et qui sont typiquement des thématiques utilisées par les femmes dans le roman d'une manière spécifique. Et nous voulons voir dans la traduction si ces caractéristiques sont respectées, si l'expressivité éventuellement féministe ou féminine se retrouve dans les traductions. Ça, c'est un grand projet de recherche que nous avons. Et Juan Miguel, peut-être que tu peux parler de Marguerite Yourcenar, puisque le débat c'était. J'allais tout droit vers Yourcenar, parce que non, je pensais ce que tu viens de dire de Simone de Beauvoir, parce que Yourcenar avait aussi ce regard terrible contre, elle disait, la presse féminine et l'écriture des femmes. Mais parce qu'à ce moment-là, l'écriture des femmes était une écriture de deuxième degré qui un peu le roman rose, l'histoire d'amour, simple. Et donc, elle revendiquait, c'est pour ça, en plus, je pense que Yourcenar détestait qu'on dise une écrivaine, elle disait un écrivain. Et je pense aussi à Annie Ernaux, parce que tout ça a changé. Annie Ernaux qui dit, je suis quelqu'un qui écrit, pas une femme qui écrit. Bon, voilà. Donc, ne pas mettre l'accent sur le genre, mais en même temps, c'est-à-dire, c'est une revendication du genre, mais en ne pas mettant l'accent, je pense, sur la voyelle ou le syllabe non indiqué, non correct. Et non, je pense à ça. Surtout à Yourcenar, j'ai pensé à Annie Ernaux. J'ai pensé à une chose qu'il a dit, et j'insiste, je suis un peu rasoir avec Tiffaine Samoyo, mais bon, c'est une auteure très, très, très importante. Maintenant, elle vient de publier un livre et Traduction et violence, et elle fait partie du groupe des traducteurs de l'Ulysse de Joyce. L'Ulysse de Joyce va être republié l'année prochaine à l'occasion de son 100 ans de sa publication, de sa première publication en France. Donc, il y a toute une équipe de traducteurs, et on tombe maintenant dans la traductologie, la traduction, et elle fait partie de cette équipe. C'est une équipe pluridisciplinaire parce qu'il y a des psychanalystes, des critiques littéraires, des spécialistes de Joyce, des traductologues. Et elle doit s'occuper du soliloque de Molly Bloom. C'est la dernière partie du livre où Molly Bloom parle. C'est un soliloque canonique. Et elle dit, ce qui m'a touché, c'est qu'elle a dit, j'essaie de restituer ou de faire apparaître la voix d'une femme dans ce soliloque. Parce que les sujets femmes, à l'époque où l'Ulysse a été écrit, n'existait pas parce que les sujets femmes n'avaient pas une voix.
Donc, même si le texte est écrit par un homme, par Joyce, elle veut que la voix du sujet femme dans cette énonciation soit visible. Donc, elle change des verbes, par rapport à la traduction, à la première traduction, à la traduction qui existe jusqu'à présent. Et elle redonne une force à cette femme. Moi, je pense qu'il y a parlé d'une phrase où elle disait dans la première traduction, elle disait ce que les hommes désirent. Et elle écrit ce que les hommes attendent. Donc, moi, je lui ai posé la question, mais alors vous changez? Il me dit, bah, oui, écoutez, il fallait changer, il fallait enlever cette couche de sentimentalisme sur les désirs. Il n'y a pas de désir là. C'est simplement en vouloir avoir cette femme. Et en plus, je mets l'accent sur la femme. C'est l'homme qui attend, c'est la femme qui a le pouvoir d'accepter ou ne pas accepter. Donc, je pense que c'est à travers ça, à travers ce type de gestes qu'on peut voir la traduction et l'écriture féministe, féminine, je ne sais pas comment l'appeler. Il y a évidemment des situations plus radicales, hein, par exemple, les textes mythiques des féministes, je me rappelle pas maintenant quelle horreur, le nom parce que je pense. Hein? Tu parles de Virginia Woolf, là? Non, pas du tout. Je parle d'un texte qui est un texte féministe des années 70 et qui est dans un geste militant et concret et radical, ne pas être traduit que par des femmes. Elles ont décidé ça. C'est un cas des militances, vraiment. C'est ça, c'est une décision. Et non, le cas de Virginia Woolf est intéressant. On revient à la traduction parce que c'est intéressant que les traductions en français ont été faites par deux femmes. La première par Clara Malraux et la deuxième par Marie Darrieussecq. Il y a une troisième traduction qui a été publiée l'année dernière, mais étonnamment, le nom de la traductrice n'est pas mentionné sur la première page, sur la couverture. Et c'est ce qui est impressionnant, c'est que Clara Malraux avait traduit comme une chambre à soi. Marie Darrieussecq parle d'un lieu à soi. Et elle insiste beaucoup sur ça, parce qu'il dit que Virginia Woolf, pour commencer, Virginia Woolf maîtrisait très bien l'anglais. Donc, si c'était la chambre pour aller se coucher, elle aurait écrit a bedroom of one's own and not a rooms of one's own. Donc, et si elle a dit room, c'est parce qu'elle parlait d'un lieu. Et en plus, elle parlait de la polysémie du mot lieu, comment c'est un lieu et physique et symbolique pour la femme. Et étonnamment, la troisième traduction reprend le nom de Clara Malraux et s'appelle Une chambre à soi. Donc, ça montre aussi, il y a différentes tendances, même dans les traductrices, entre les traductrices. Hein. Donc, je parle de trois femmes qui ont traduit. Juan Miguel. Ah oui, j'allais reprendre justement ça. Nous allons céder la parole au public tout de suite, n'est-ce pas? Mais juste une petite question concernant la traduction, concernant l'école, en pensant au fait que nos étudiants sont des futurs traducteurs, des futurs enseignants. Du côté de la traduction, est-ce qu'il existe en Belgique une politique de promotion de la traduction d'auteurs belges dans d'autres pays? En Argentine, il y a le programme Assoud, etc. Et aussi, est-ce qu'en Belgique, il y a une tradition de traduire de la littérature universelle? Et peut-être, je vous lance les deux petites questions, mais très courtes, hein, juste pour avant de céder la parole au public. Pour ce qui est de l'école, est-ce que dans l'école belge, est-ce que dans le lycée, on lit des auteurs belges? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il y a comme en Argentine, il y a la littérature argentine. En France, n'en parlons pas. Il y a une insistance sur la littérature française. Qu'en est-il en Belgique? Est-ce que ces auteurs, est-ce que dans les éditions que vous mentionniez, on les pense pour le lycée ou pour le collège, ou c'est uniquement à l'université que l'on peut lire de la littérature belge? Alors là, pour la dernière question, malheureusement, nos programmes ne sont pas, enfin, heureusement et malheureusement, nos programmes ne sont pas du tout figés
Et donc il n'y a pas, comme en France, un baccalauréat avec des auteurs imposés, etc. Donc beaucoup de choses sont laissées au jugement des enseignants qui peuvent ou non voir des auteurs belges. Et donc il y a des flux et des reflux dans ce domaine. Donc dans les années 80, il y a eu une grande campagne pour essayer vraiment de diffuser la littérature belge, promouvoir la littérature belge à l'école, d'essayer de suggérer, de donner des pistes aux enseignants pour qu'ils enseignent des auteurs belges. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, et surtout avec la pandémie, alors où les étudiants, les élèves n'ont même plus cours depuis longtemps, disons, il y a un retour en arrière. Hein. Donc moi, je trouve dans mes classes des étudiants et des étudiantes qui ne connaissent pas les auteurs belges, qui connaissent à peine Simenon et Nothomb, et puis c'est fini. Ils n'ont jamais entendu parler d'auteurs belges. C'est assez unique en son genre, hein, avec la richesse de notre histoire littéraire, qu'on en arrive à ce point où on n'enseigne pas, mais peut-être qu'on n'enseigne pas du tout la littérature. Alors là, c'est une autre question. Hein. Les étudiants, les élèves ne lisent plus. Moi-même, quand je suis arrivée à l'université, à l'époque, j'avais un cours de littérature belge qui n'était pas obligatoire. Et le professeur, qui est un grand professeur, un spécialiste de Rousseau, Monsieur Trousson, disait que la littérature belge n'existait pas. Il enseignait l'histoire de la littérature belge tout en disant que ça n'existait pas. Donc c'était une sorte d'annuaire très intéressant, très passionnant, de toute une série d'auteurs avec la vie de l'auteur, le résumé de ce qu'il avait écrit, et c'était une succession. Et il n'y avait pas d'analyse, de synthèse. Cette discussion que nous avons maintenant, on n'a pas du tout eu à l'époque dans ce cours d'histoire de la littérature belge. Hein. Alors, pour revenir à la promotion de la traduction, donc ça, on en parle beaucoup dans les 2 volumes dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, parce que c'est vraiment un point. On avait organisé un colloque auquel Juan Miguel a participé en 2018, en décembre 2018, et on avait là Marc Wachber qui était venu, et aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et littérature belge, qui malheureusement est décédé l'année dernière. Et donc la discussion, elle avait été très très vive avec le public. Il y avait des traducteurs dans la salle, et il y avait vraiment une interpellation parce que il n'y a pas assez de soutien à la traduction en Belgique, y compris les traducteurs littéraires de littérature étrangère, mais il y a quand même, alors maintenant je ne sais pas, parce que avec les aléas de la pandémie et les aléas politiques, je ne sais pas où ça en est, mais on a le château de Senef, j'ai oublié le nom c'est des séminaires ou enfin des ateliers, il y avait chaque année une série de traducteurs qui étaient invités dans cet endroit somptueux pour vivre des moments vraiment privilégiés et traduire une œuvre dans leur langue. Et donc, c'était une ambiance vraiment extraordinaire, avec une excellente cuisine, avec une bibliothèque incomparable. Et donc, la seule condition, c'était que ces traducteurs, donc étrangers, choisissaient une œuvre d'un écrivain belge et avaient déjà un éditeur dans leur pays. Hein. Il y avait la garantie que la traduction serait publiée. Et donc, ils étaient accueillis dans cet univers de rêve pendant 1 mois, je crois, ou plus. Hein. Et c'était Françoise Wilmar qui s'occupait de cette organisation. Donc, voilà. Maintenant, il y a des bourses de traduction, et je crois que notre collègue Théa Rimini a obtenu justement une bourse pour traduire un auteur belge en italien, puisqu'elle est italophone et spécialiste. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il faut suivre un peu l'actualité et vérifier si ce processus reprend vigueur.
après la pandémie, quand nous pourrons de nouveau nous rencontrer ou bien envisager les voyages différemment. Alors, l'autre question, c'était y a-t-il des traducteurs belges, des traducteurs littéraires? Alors oui, certainement. Hein, il y a c'est d'ailleurs un des premiers volumes collectifs que nous avons publié à Mons, avec des portraits de traducteurs belges. Souvent, les écrivains se lancent dans la... C'est intéressant de voir pourquoi un écrivain se lance dans la traduction littéraire. Hein. Le cas de Marguerite Yourcenar, par exemple, est intéressant à ce propos. Moi, j'ai un autre exemple en tête, c'est celui de Marie Delcourt. Marie Delcourt étant l'épouse d'Alexis Curvers, de l'écrivain sur qui j'ai fait ma thèse. Marie Delcourt était latiniste et helléniste. Et donc, par profession, elle l'a traduit, mais du grec ancien principalement, avec notamment une édition dans la Pléiade des œuvres complètes d'Euripide, donc traduit en français par Marie Delcourt. Donc, Marie Delcourt était l'une des traductrices portraiturées dans ce volume. Mais peut-être que tu veux parler des exercices de traduction de Marguerite Yourcenar. Non, pas forcément des Marie. Disait une chose très importante, et il y a une interview avec Pivot, et elle dit, peu importe qu'on sache que c'est moi qui ai traduit, parce que si c'était pas moi qui le fait, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera. Non, ça fait fausse modestie, ça. Mais non, je voulais dire simplement que, du château de Senef, parce que bon, moi, je suis un peu l'invité côté Jean-Philippe Toussaint. On peut voir sur la page web de Jean-Philippe Toussaint les séances au château de Senef où Jean-Philippe Toussaint faisait des ateliers avec les traducteurs qui voulaient venir de la Chine, du Japon, des Pays-Bas, même de l'Argentine, parce que un des traducteurs de Toussaint en espagnol, et c'est Diego Vecchio, un écrivain argentin. Lui, il a participé à ces ateliers, donc on peut le voir vraiment. Tout est enregistré, il y a les comptes rendus, on peut accéder à ça facilement. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que en termes de traduction, il y a Jean-Philippe Toussaint est très admiratif de Borges. Donc, il y a le projet Borges, ou The Borges Project, je ne sais pas comment s'il le dit en anglais ou en français, mais c'est le Projecto Borges, qui est dans un roman de la série des Maris, il parle d'une nouvelle apocryphe de Borges, l'île des Anamorphoses. Donc, il invite à écrire cette nouvelle apocryphe à n'importe qui et l'envoyer. Il y a là comment l'envoyer, c'est simplement l'écrire et l'envoyer. Et il invite aussi à toutes les traductrices et à tous les traducteurs du monde entier à choisir un texte et le traduire et envoyer la traduction. Moi, je ne veux pas me mettre ici comme un pédagogue dans des questions des affaires pédagogiques, mais je pense que c'est un très bon exercice, par exemple, à proposer pour les étudiants du traductorat dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue. Parce que c'est ça, et ça, on le trouve facile, c'est très simple. En plus, la page de Toussaint, on écrit Jean-Philippe Toussaint et tout de suite on le trouve sur Internet. Et c'est ça que je voulais dire. C'est encore en vigueur, l'appel. Il n'y a pas de date limite. C'est ouvert parce qu'en fait, c'est une sorte de work in progress. Il veut créer une sorte de constellation. Visuellement, la page est très belle parce qu'en fait, Toussaint est quelqu'un qui s'intéresse aussi à la photographie et au cinéma. Il est réalisateur, il a fait des longs métrages, des courts métrages et il travaille avec les artistes, il fait des interventions, des installations, soit
des projets vraiment multimédia, parce que je pense avec les Delano Project, il a eu un projet avec des musiciens, mais avec sa fille qui est graphiste, ils ont fait toute une intervention au musée des arts décoratifs de Bordeaux, où des textes des Toussaint étaient reproduits d'une certaine manière par sa fille, et ça dialoguait avec la collection permanente du musée, qui est un château du XVIIIe siècle. Donc, c'était super intéressant. Donc, non, Toussaint vraiment veut ça comme une sorte de working progress. Donc, c'est ouvert et tout le monde est invité. Hein. Oui, donc ça pour relancer l'idée du château de Senef, qui était vraiment quelque chose de formidable pour tous les participants. Et tous les traducteurs, moi j'ai rencontré plusieurs traducteurs qui étaient enchantés des échanges qu'ils avaient pu avoir avec Jean-Philippe Toussaint notamment, qui s'implique énormément dans la traduction et qui dit apprendre énormément de ses contacts avec les traducteurs, parce que il découvre sur sa propre œuvre des choses auxquelles il n'avait pas pensé, en fait. Donc, c'est vraiment une relecture de sa propre œuvre. Oui, oui, tout à fait. Un peu, une chose aussi qui est importante, c'est que toujours sur la même page, il y a, et je sais que ça intéresse beaucoup tous les étudiants des traductions et des théologies, il y a les manuscrits de Toussaint. Donc là, on peut voir les décisions qu'a pris l'écrivain, les corrections qu'il a faites. Donc c'est intéressant en plus parce que c'est un travail d'un écrivain contemporain. On est habitué aux manuscrits de Proust, à BNF, à ceux de Flaubert à Rouen, ceux de Manuel Puig à l'Universidad Nacional de La Plata, qui est un travail magnifique. Et je crois que c'est Graciela Goldsloop qui a fait ce travail-là. Et donc, ça fait tendance, pour le dire d'une manière sympathique, mais vraiment, tout ça a donné tous ces manuscrits, ils ont été tous mis sur sa page web. Numérisé. Et comment? Numérisé, tout à fait. Donc, on peut accéder à tous à ça. J'ai travaillé avec une stagiaire, avec Kathleen, l'année dernière, Kathleen Ougardi, une étudiante de l'Université des Mons, et elle travaillait la traduction en allemand des textes dont je travaille la traduction en espagnol. Et on est allé voir les manuscrits pour voir des éditions de Toussaint. Donc, c'est un travail, c'est accessible, hein, c'est gratuit. Juan Miguel, et justement, puisque tu parles de la traduction et surtout de Toussaint, puisqu'on se rapproche de l'écrivain, est-ce que tu pourrais, pour conclure un peu toute cette si riche discussion, nous dire deux mots peut-être du style, qu'est-ce qui fait tout ça? Quelle est la voix Toussaint? Qu'est-ce qui marque Bon, là, je reviens au niveau des thèmes ou des traits plutôt stylistiques. On parle parfois, on entend dire qu'il est, à propos d'étiquette, qu'il est assimilé au nouveau roman. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Toussaint finalement? Non, vraiment, Toussaint, bon, ça c'est mon hypothèse, et bon, j'insiste sur ça. Je crois qu'il a créé, ou qu'il développe à travers son écriture, une esthétique du désaccord. Parce que c'est un écrivain qui travaille beaucoup avec les oppositions, avec les désaccords, avec le paradoxe. Et même aujourd'hui, je réfléchissais à ça, comment expliquer, comment dire ça. Et donc, il y a normalement, dans la plupart des romans, une sorte d'opposition entre la première partie et la deuxième partie. Il y a toujours au milieu quelque chose qui déclenche une situation nouvelle et la narration change, les réflexions changent. Toussaint peut commencer une phrase avec beaucoup de détails, la laisser mourir sans savoir pourquoi.
c'est dans une sorte d'anacolute, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et il peut développer toute une prose poétique d'une beauté, d'une poésie incroyable et finir avec une grossièreté, un gros mot, changer une scène d'amour qui est narrée d'une façon très poétique, passer, comme on dirait Barthes, de l'érotisme à la pornographie, dans le sens que la pornographie montre tout et l'érotisme suggère. Hein. C'est pas un jugement des valeurs, sinon simplement comment il fait ça. Donc ça, c'est un des traits que je trouve très 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 important. C'est ce style paradoxal, peut-être que j'appelle l'esthétique du désaccord. L'autre chose qui, pour moi, est évidemment, moi, je ne peux pas être très objectif parce que moi, je suis captivé quand on travaille sur un écrivain et on le lit tout le temps. Il arrive un moment, il devient une sorte d'alter ego. Mais moi, j'aime beaucoup la mélancolie et l'angoisse existentielle des narrateurs toussaintiens. C'est pour cela que je reviens à cette image des Maggi, la posture magritienne, parce que ce sont des narrateurs qui passent devant la glace et ils ne se reconnaissent pas, ils n'arrivent pas à se voir devant la glace. On a toujours peu d'informations sur le narrateur, il est un peu atomisé. Là, évidemment, il y a plusieurs hypothèses, on peut lire, mais c'est vrai que cette prégnance de la mélancolie, je dirais de l'angoisse existentielle. Hein. Il y a aussi ce trait un peu plus belge de l'autodérision. Et bon, le paradoxe est aussi un trait qu'on trouve dans la littérature belge et dans l'humour belge. Et donc, ça pourrait l'approcher de la littérature belge en général. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, Juan Miguel. Et peut-être pendant qu'on demande au public de poser des questions, c'est un panorama qui était très, très exhaustif. Vraiment, moi, j'ai pris note de plein de choses. Je vais regarder après la vidéo puisqu'on peut la revoir peut-être sur YouTube et même sur notre Facebook. Donc, pour prendre encore des notes d'auteurs que vous avez conseillés, peut-être en attendant que le public, s'ils en ont, pose quelques questions. Juan Miguel, oui. Pourrais-tu nous guider pour ceux qui ne connaissons pas encore Toussaint, par où commencer, par quel livre nous conseillons de commencer? Comme tu es argentin et que tu connais un peu aussi nos lectures, notre façon d'être, qu'est-ce que tu penses qui pourrait nous intéresser davantage pour commencer à le connaître? Bon, je crois que pour commencer, Toussaint, il faut être préparé à lire Toussaint parce que, honnêtement, c'est de la littérature contemporaine et n'allez pas chercher dans l'histoire l'enjeu de ce texte. L'enjeu est plutôt dans le jeu du langage. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre d'abord. Parce que la première partie de l'appareil photo, que c'est une possibilité, c'est un roman très court, mais ça ne se passe rien. Et on dit, mais est-ce que ça va se passer quelque chose? C'est insupportable. C'est l'histoire d'un type qui doit passer son permis de conduire. Mais finalement, il y a quelque chose qui arrive, il y a un voyage toujours, comme chez Toussaint, et tout change. Ça devient vraiment métaphysique. La salle des bains, c'est un texte aussi intéressant. C'est un peu déroutant, peut-être, mais c'est son premier roman. Et c'est lui qui l'a fait connaître, c'est lui qui l'a placé sous l'égide des éditions des Minuit. Qui est bon, il y a certains qui disent que les éditions des Minuit sont l'identité première de Toussaint, qui n'est ni belge ni français, qui est Minuit. Moi, je travaille particulièrement la série des maris. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est une tétralogie qui commence par faire l'amour, ensuite fuir, qui a été traduit en espagnol par Diego Vecchio. Et ça a été la première traduction de la tétralogie. Puis, La vérité sur Marie est nue. Mais c'est une histoire d'amour un peu saccadée, qui va, qui vient, qui va. Mais moi, j'aime beaucoup
La télévision est un texte que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu bizarre. C'est un chercheur qui s'installe à Berlin pour écrire sa thèse, sa recherche, et qui n'arrête pas de regarder la télévision jusqu'un jour où il décide de l'arrêter. Donc, c'est un erreur où il faut peut-être non, j'insiste, il faut chercher ce qui se passe dans le langage. D'une certaine manière, je dirais que ça arrive un peu, pour faire l'analogie, si on peut, avec Aira, ça arrive parfois avec César Aira, où il faut pas chercher ce qui se passe dans l'histoire en soi, parce que peut-être c'est pas si intéressant, mais tout ce qui se passe dans la narration est richissime. Donc, oui, je pense que la télévision peut être un bon conseil, la salle des bains ou la série des maris. Et les films? Oui. Et l'urgence et la patience aussi, qui illustre bien ceci. L'urgence et la patience, ok, oui, c'est un texte magnifique, mais c'est un texte qui parle de comment il écrit. C'est-à-dire, c'est pas un roman, c'est plutôt c'est comme autoportrait à l'étranger. Et moi, oui, l'urgence et la patience, c'est un très beau texte. Mais comme Béatrice a lu tout ça, elle peut profiter de ça parce que il explique là-bas comment il construit ses hôtels, par exemple. Et alors là, si on ne connaît pas les hôtels dans la littérature, on va pas comprendre ce qu'il veut dire. C'est intéressant parce que dans un colloque, on a questionné, on a mis en question surtout à propos de la télévision, parce qu'on disait que les endroits tels qu'ils les présentent dans le texte ne correspondent pas à la géographie de la ville de Berlin. Et franchement, c'est de la fiction, donc c'est intéressant parce qu'il explique, bon, oui, moi je ne faisais pas la carte des Berlin. Et quand on va à l'urgence et la patience, et on comprend que quand il parle d'un hôtel, il se sert de tout l'hôtel qu'il a vu au Japon, en Chine, et il y a des choses qui l'interpellent, qui réveillent son attention, et il va les placer. Par exemple, un endroit qui revient dans la série des maris est l'île d'Elbe. Mais l'île d'Elbe de Toussaint est un mélange entre l'île d'Elbe, la Corse et je crois que c'est la Sicile. Hein? Pardon? La Sicile, oui. Donc, il faut toujours se rappeler qu'on est dans la fiction, on est dans la diégèse, on n'est pas dans la réalité. Je sais pas si. Ah non, Catherine a dit le film. Les films, oui. Oui, non, bon. En tout cas, c'est intéressant parce que à propos de la série de Marie, il y a 6 courts-métrages. Il y a 6 courts-métrages. Et il y a 3 fragments sur fuir. Il y a Zahir, La robe de miel et Faire l'amour, une lecture japonaise. Donc, ça permet aussi de voir, parce que là, c'est une question que je me pose. Je dis d'une certaine manière, il fait une auto-traduction intersémiotique, c'est-à-dire il change les moyens d'expression d'un contenu pareil, et c'est lui qui le fait. Donc c'est une sorte d'auto-traduction qu'il est en train de faire en présentant ce court-métrage. Mais il est aussi le réalisateur de longs-métrages, dont le Patinoire, La Patinoire, qui est vraiment rigolo. Je ne sais pas, Catherine, si ce sont des films qu'on peut trouver facilement. Ça, je ne sais pas. Je pensais à La Sévillane, hein, mais je ne sais pas si facilement. De l'appareil photo. Et alors, La Patinoire. Il y a La salle des bains aussi, qui est un film qui a été fait. Lui, là, il fait les scénarios, mais le film a été fait par John Voff en 1989. Mais non, mais je pense que moi, je pense que commencer par la télévision, c'est un roman sympathique. Monsieur, c'est un roman. Tout ça,
c'est lui-même qui se présente comme ça. Il dit qu'il aime écrire sur la banalité. Donc, parfois, on trouve, oui, des situations absolument banales. Et il y a, avec une description très riche autour d'un petit rien. Et il y a une scène d'un fuir où il doit cacher un paquet. On ne sait pas ce qu'il y a dans le paquet. Et finalement, le livre est fini et on ne sait pas ce qu'ils ont caché. C'est ce qu'il y avait dans cette enveloppe à papier craft. Et on a posé la question à Toussaint. Parce qu'il faut le dire, Toussaint est quelqu'un de très abordable. Il est très gentil avec les gens qui travaillent sur son œuvre, qui s'intéressent à son œuvre. Il est très généreux avec ses traducteurs, mais aussi avec ses chercheurs. Donc, j'ai eu la chance, le grand plaisir de l'avoir rencontré, de pouvoir lui demander des vidéos et qu'il s'envoie par mail. Et pourquoi j'allais dire ça, je me suis perdu. Ah non, je sais. Et il parle de la banalité et il l'a dit honnêtement dans un colloque à Bordeaux. C'est lui-même qui se présente comme ça. Comme quelqu'un non, je sais. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet? Et il a dit, franchement, je ne sais pas, je crois que rien. Il ne se pose pas la question. Il laisse les sujets dans le flou. Oui, et ce que tu dis permet d'expliquer ce que Magdalena disait au sujet, c'est Magdalena ou Béatrice, je ne sais plus, qui parlait de nouveaux romans, oui. Les caractéristiques du nouveau roman aussi. Hein. Tout à fait. Et moi, je dirais, ça c'est une question d'étiquette parce qu'on parle aussi des romanciers minimalistes. Mm-hmm. Mais je pense que par rapport au nouveau roman, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense que Toussaint est un écrivain qu'il faut parfois aborder un peu comme quand on commence à lire Marguerite Duras. C'est-à-dire, c'est laisser porter par une certaine musique, une certaine cadence. Oublier, c'est que dans le texte, en apparence, n'est pas si bien écrit, parce que finalement, Duras était critiquée parce qu'elle faisait des fautes de syntaxe, elle rigolait à propos de ça. Et finalement, on est séduit par son écriture, si on aime Duras. Et tout ça a un peu ça. On commence à oublier ces petits détails qui manquent peut-être à une narration genre 19e siècle, canonique, où tout est organisé. Ce n'est pas un roman balzacien, ce qu'on va trouver. Et en même temps, c'est intéressant pour moi, j'essaie toujours de me mettre dans la tête du lecteur ou la lectrice argentin ou argentine. Parce que ce qui est intéressant chez tout ça, c'est qu'il est très admiratif de Borges. Borges apparaît tout le temps dans sa littérature, mais même Bioy Casares, il parle de l'invention de Morel dans un de ses romans de la série de Marie. Donc, non, en plus, Zahir, c'est le nom d'un cheval où il y a c'est un épisode très important de La vérité sur Marie. Et Zahir, ça renvoie à Borges. Hein. Donc, non, je pense que ça pourrait intéresser plus les Argentins pour ça. L'invitation est lancée. Et peut-être pour finir, Catherine, est-ce que vous pourriez nous donner vous-même une liste d'écrivains contemporains que l'on peut trouver maintenant, peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui voyagent en France, ou qu'on pourrait demander des écrivains contemporains belges, peut-être pour commencer, pour tirer de la ficelle et puis connaître un peu tout cet univers si large et si intéressant que vous nous avez dépeint pendant toute cette heure de conversation. Alors, c'est difficile de dresser une liste parce que déjà ça dépend de ce qu'on trouve dans les librairies. Hein. Est-ce que la librairie dans ses étalages les ouvrages dont on a parlé ou pas. Donc j'en reviens à la question des prix littéraires parce que ça c'est vrai que
les prix littéraires permettent déjà de lancer beaucoup mieux la diffusion de l'ouvrage et aussi la traduction. On constate que un roman ou un texte qui a obtenu, un auteur qui a obtenu un prix, d'office, il sera plus facilement traduit. On va le choisir et on va traduire son œuvre. Donc, je pense que l'idée, ce serait de se laisser guider par le hasard. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de cette nouvelle collection Névrosée. J'ai parlé de cette collection Weyrich. Je pense qu'il faut essayer de trouver ces ouvrages-là. Puis si on veut vraiment être sûr qu'on lit un écrivain belge, ces collections-là, ce sont des collections de référence, y compris la collection Espace Nord dont j'ai parlé tout à l'heure, qui existe toujours et qui a été reprise par le ministère, dont le ministère s'occupe maintenant de cette collection. Donc oui, je pense que ça fait déjà beaucoup de choses. Alors suivant le goût du lecteur ou de la lectrice, il se laissera guider par ce qu'il lit sur la 4e couverture. Maintenant, peut-être que Juan Miguel, moi j'aime bien les romans où il y a une intrigue, un peu où il y a une véritable histoire, mais ça ne m'empêche pas d'aimer Toussaint. Alors Toussaint, dire peut-être aussi que son père était romancier, écrivain aussi, et que le style du père n'est pas du tout le même que celui du fils, c'est certain. Mais je pense que le fait qu'il ait vraiment commencé à écrire à la mort de son père est assez significatif. Il a commencé, non, il n'a pas commencé à écrire à la mort. Il commence à parler de Bruxelles parce qu'il a dit, a dit clairement quand il a présenté les émotions, parce que tout ça maintenant est en train de développer une trilogie. Il a déjà publié La clé USB et les émotions. Et il manque le 3e volet. Et dans cette trilogie-là, oui, il y a Bruxelles, il y a la Belgique. Mais il a dit qu'à la mort de son père, il s'est dit, bon, c'est le moment parce que dans un geste d'héritage, je peux m'approprier de cette ville-là. Donc, on peut pas faire, comme dirait Catherine, de la psychologie des bazars, vraiment, on sait pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose derrière là qui se passe, qui sait pourquoi. C'est vrai que Toussaint est né à Bruxelles en 57 et en 71, quand il avait 14 ans, toute la famille déménage parce que son père, qui était le directeur, entre autres, le directeur du journal Le Soir en Belgique, une question de travail, s'installe à Paris. Donc Toussaint a fait ses études en France, il a fait Sciences Po et il n'aimait pas lire, il le dit. Il s'intéressait plutôt au cinéma, à la peinture, mais pas à la littérature. Et c'est quand il commence à écrire qu'il se lance vraiment dans la lecture. Et bon, il y a un moment précis, c'est dans le livre de Maria Giovanna Petrillo, c'est bien marqué quand il dit qu'il connaît exactement le jour où il a commencé à écrire. C'était un lundi et dans un voyage qu'il faisait entre la place de la République, je me rappelle pas quelle autre place, mais c'est très concret. Et là, il dit avoir commencé à découvrir vraiment la littérature. Mais il a lu Dostoïevski, il le cite beaucoup comme source d'inspiration. Est-ce que tu ne crois pas, Juan Miguel, tu ne crois pas qu'on pourrait commencer une typologie des romanciers, ceux qui ont lu beaucoup et ceux qui n'ont pas lu beaucoup? Ça pourrait déjà distinguer certains types de romanciers, en fait. Et moi, je ne suis pas trop. Moi, je crois pas trop à ceux qui lisent les écrivains. Ça, c'est Graciela Goldschluck était une professeure magnifique de génétique textuelle. Elle disait toujours, ne croyez. Bon, écoutez, vous pouvez parler et aller vérifier dans les textes,
Parce que si vous allez lui dire, est-ce que je trouve que votre texte me fait penser à Proust, vous avez lu Proust? Il va toujours dire oui, bien sûr, il va jamais dire non. Mais alors, il faut ça veut dire qu'il connaît déjà Proust, le nom. Ou non, je sais pas, mais l'histoire, c'est que, non, ce qui intéresse, c'est que, il faut aller voir ce qu'il y a dans le texte. Honnêtement, je ne sais pas, parce que là, on commence avec les mythes. Est-ce que Yourcenar a dit ceci? Est-ce que Yourcenar a dit cela? Il y a sa bibliothèque, on connaît la bibliothèque des écrivains, donc ça, c'est un élément probant. Oui, mais en fait, je crois que l'intertextualité est quelque chose de là. Alors, mais pour que l'intertextualité soit détectée, il faut que les lecteurs aussi, ou la lectrice ait beaucoup lu, parce que sinon, je sais pas si. Je vous propose un projet plus simple. Peut-être on peut commencer par les écrivains belges lus par les écrivains argentins et vice versa. On peut commencer par là. Il y a un texte très sympathique de Gabriel García Márquez qui évoque Cortázar et qui parle de Simenon. Parce que j'ai un conseil qui s'appelle je ne me rappelle plus, c'est un tout petit texte que je vous conseille vivement parce qu'il dit avoir lu un texte de Simenon, un conte de Simenon qu'il a obsédé pendant des années et il ne retrouve pas le nom de ce conte de Simenon. Et donc il cherche et pendant des années, pendant des décennies, il cherche le nom de ce conte qu'il ne retrouve pas. Il va même jusqu'à parler avec la personne qui a fait l'édition des œuvres complètes de Simenon et cette personne ne sait pas lui dire. Et finalement, il rencontre Cortázar dans je ne sais plus quelle rencontre d'écrivains. Il lui raconte un peu comme sont les Colombiens. Par contre, contrairement à nous, les Argentins qui sommes beaucoup plus calmes, plus austères dans notre expressivité, les Colombiens sont très exagérés. Donc, il fait toute l'histoire de ses recherches de ce conte-là. Et Cortázar l'écoute en silence et il lui dit le conte que tu cherches est Maigret et les petits cochons sans queue. Et donc voilà, ça c'est la fin de l'histoire, mais c'est Cortázar qui lui donne la réponse. Donc peut-être on peut faire le lien entre les lectures des écrivains argentins, des écrivains belges comme ça entrecroisés, et peut-être déjà ça va être plus court. Peut-être on peut commencer par là si vous voulez. Excellente idée. En tout cas, ce qui est pour nous approcher de la fin et de notre conclusion, ce qui est formidable, c'est que vous nous avez apporté 10 000 titres, 10 000 auteurs, mais aussi des clés passionnantes pour aborder les auteurs que vous nous invitez à découvrir. Et donc, nous vous remercions énormément. Je pense que ça a été un peu le fruit de tout ce que vous avez partagé avec nous, avec tant de générosité, non? De nous donner des pistes de lecture, non seulement en termes d'auteurs et de titres, mais pour penser les thèmes belges ou pas belges, femmes et belges, etc. Et démultiplier les questions. Et donc, si on se met à lire les auteurs que vous nous avez généreusement suggérés, alors on aura déjà un éclairage, ou en tout cas on sera peut-être des lecteurs un peu plus avisés, ou avec les questions déjà préalables à se poser pour une meilleure compréhension. Et du côté de nos invités, on voit pas beaucoup de questions, mais oui, on voit beaucoup de remerciements et de salutations. On voit qu'ils ont tous été intéressés, et il y a une participante qui précise, ça c'est important, que l'enregistrement, il va rester disponible, hein, et après, de toute façon, il va rester sur la page Facebook, mais après on va le faire passer aussi sur notre chaîne YouTube, où les enregistrements des diverses rencontres sont plus faciles à trouver, disons. Donc, merci. Alors, si je peux demander aux auditeurs qui nous envoient des petits messages, s'ils découvrent un écrivain belge ou une romancière et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensent, hein, ça serait sympathique si vous pouviez nous transmettre toutes ces impressions-là venues d'Argentine. Non, oui, en plus, moi, je passe à la publicité. Non, franchement, l'université des Monts, c'est une université très ouverte à l'échange. C'est-à-dire, de la même manière que le CEF et les Lenguas Vivas est ouverte
l'échange. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets, des doutes. C'est-à-dire, quand on travaille sur la traduction, parfois, il faut trouver quelqu'un qui nous dise, je sais pas, moi, je pense que je travaille à la traduction en espagnol des Toussaint. Et je travaille sur 3 traductions qui ont été faites. La première par un Argentin, les autres 2 par 2 Espagnols, qui ne sont pas pas les mêmes traducteurs. Donc, j'ai un joli collage là des stratégies traductives, des stratégies de traduction, des décisions. Et parfois, bon, on se pose la question, est-ce qu'un Espagnol dirait, alors, j'ai torturé tous les Espagnols que je connais en posant la question si, parce que dans le texte, Toussaint dit, il y a quelque chose qui se passe, il dit merde. Et les traducteurs espagnols traduisent mierda. Je dis, mais on se sert pas de cette expression. En Argentine, on dirait pas ça. Est-ce qu'on dit ça en Espagne? Alors, on passe du temps il faut trouver ça. Quand on veut surtout tout ce qui relève de l'oralité, tout ce qui relève des proverbes, les expressions. Donc, je pense que ça, c'est l'espace de l'échange idéal. Donc, n'hésitez pas, même dans le travail de traduction, à nous écrire. On va vous répondre avec grand plaisir. Et à l'inverse, n'est-ce pas, Catherine? Non, c'est vrai que la pandémie et le confinement ont eu ces côtés positifs de nous mettre tous devant les ordinateurs. On est devenus tous des experts. Donc, les colloques, les conférences, normalement, sont accessibles à travers Internet. Donc, n'hésitez pas à nous faire connaître l'activité. Moi, je suis tout ce qui fait le CEF, tout ce qui fait le SPET. Et je prends beaucoup de choses de là, parfois des références bibliographiques, des choses. Je viens de voir là sur la page du SPET une référence bibliographique sur les traductions de Texaco faites en espagnol, et c'est un document très récent fait de ces côtés de l'Atlantique, et heureusement on peut le télécharger et s'en servir. Donc n'hésitez pas à faire de la même manière de l'autre côté. Donc parallèle, comme dit Catherine, c'est cette publication très 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 sérieuse faite par l'Université de Genève. Mais le contenu a été fait par Catherine et par Catherine Liévois, et ça parle de la traduction de la littérature belge, et ça c'est online, donc n'hésitez pas. Là, il y a un commentaire, Juan Miguel, justement pour toi, très intéressant ce que vous dites sur la traduction, Juan Miguel. Oui, c'est un peu aussi un deuxième aspect de ma conclusion. Non seulement la richesse de tout ce que vous avez partagé sur la littérature pour éclairer nos futures lectures, et puis bien sûr, vous remercier aussi pour cet échange qui pourra donner lieu, j'en suis sûre, même qui donnera lieu à d'autres échanges entre nous, ou entre les étudiants, ou de nos étudiants, ou de vos étudiants vers nos institutions respectives. Et Magdalena, tu veux peut-être annoncer la prochaine rencontre? Voilà, avant de nous quitter, et je vous dis encore merci. J'ai appris énormément de choses, et je vous dis, je vais encore commencer à lire. Donc, j'ai déjà ma petite liste personnelle, mais qui va s'agrandir en revisionnant ce que vous avez dit et exprimé, raconté. Je voulais juste inviter le public à notre prochaine activité qui aura lieu au mois de juin. C'est une collègue de l'Université Fluminense de Rio qui va nous parler, Vanessa Massoni da Rocha. Elle va nous présenter l'écrivain Simone Schwarz-Hart. Donc, elle va faire une petite présentation. Et là encore, pour connaître un peu plus, maintenant, cette fois-ci, ce sera du côté des Caraïbes.
en Amérique, mais pour continuer à élargir notre horizon de lecture et de connaissances. Donc voilà, de mon côté, merci énormément à tous, au public et surtout à vous deux, Juan Miguel et Catherine Gravé. Merci beaucoup. Merci encore à vous deux, Béatrice. Un énorme merci. Bon, à la prochaine. À la prochaine alors.